Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sylvain Sipel. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez longtemps travaillé à Courrier International. Encore plus longtemps, vous avez travaillé au Monde. Vous avez été son correspondant aux États-Unis de 2007 à 2013. Vous avez vécu en Israël. Vous y avez travaillé. Vous avez suivi les premières années de la seconde intifada. Et on vous invite parce que vous publiez aux éditions La Découverte un livre qui est un livre important, qui, on l'espère, va faire débat en France, même s'il est assez difficile de débattre de ce thème. Ce livre, son titre « L'État d'Israël contre les Juifs », c'est un titre provoquant qui doit créer la discussion. Vous allez nous expliquer ça, pourquoi l'État d'Israël est aujourd'hui une menace pour les Juifs, pour la société israélienne, mais pour les Juifs du monde entier. C'est un livre important qui est le fruit de dizaines d'entretiens, de longues explorations historiques, de longs retours en arrière, qui, je dirais, exhument des textes importants, en particulier d'intellectuels juifs américains, ces 15 dernières années sur ce qui est en train de devenir Israël. Et si on veut résumer très très rapidement, avant de lancer la discussion, le propos principal de votre livre, c'est que vous nous décrivez une longue dérive d'un État d'Israël qui est aujourd'hui devenu un État ethniciste, raciste, belliqueux, usant d'une violence totalement disproportionnée contre les Palestiniens. Vous aviez écrit, il y a une quinzaine d'années, un livre sur l'enfermement de la société israélienne. Vous nous décrivez aujourd'hui un État largement dominé par une extrême droite qui a, d'une certaine manière, gagné la bataille culturelle, gagné la bataille des valeurs. Et vous nous expliquez en quoi ce régime israélien, où finalement s'installe à petits pas ce qui peut être qualifié comme une sorte de régime d'apartheid, devient une menace pour la sécurité d'Israël, pour l'avenir de la société israélienne et pour évidemment toute la diaspora juive. Alors, on va détailler ça. Peut-être pour commencer, c'est le premier chapitre de votre livre, pour montrer cette réalité de l'État israélien. Vous rappelez, je dirais, ce qu'est l'ordinaire, la banalité quotidienne de l'occupation israélienne. C'est quoi ? La banalité, la question palestinienne, c'est pas un drame de type syrien, c'est pas un drame de type yéménite, comme on a vu, c'est pas des massacres massifs. La réalité, c'est une occupation qui a pour objectif de mettre à genoux les Palestiniens et, si possible, d'en faire partir le plus possible. Donc, c'est une occupation qui vise l'acquisition de la terre en priorité, de l'eau et de la propriété de manière générale, qui suit une ligne déterminée depuis fort longtemps, qui consiste à, pour capter la terre, à regrouper les Palestiniens autour des grandes villes, à créer ce que certains Israéliens d'extrême droite, par humour, appellent les Émirats unis palestiniens, c'est-à-dire des petits territoires déconnectés les uns des autres. La cantonisation de la société palestinienne de Cisjordanie. Et tout ça dans une vision qui est qu'un jour, tout nous appartiendra. Et ce qu'il adviendra des Palestiniens n'est pas clair, mais ce qui est clair, c'est qu'au mieux, ils resteront chez eux sans droit, et au pire, ils ne resteront pas. Mais ce que vous racontez, c'est une banalité d'une violence extrême. C'est-à-dire, c'est tous les jours des morts, c'est des humiliations continues dans les passages au checkpoint. C'est pas tous les jours des milliers de morts, c'est un tous les jours, deux tous les jours. Ce sont des arrestations tous les jours. C'est la manière dont on entraîne les soldats israéliens, les jeunes conscrits, à participer à des opérations. Ça rappelle beaucoup la guerre d'Algérie. On rentre chez les gens en pleine nuit, à 3 h du matin, on réveille tout le monde, on met tout le monde dans une pièce, on saccage, etc. Et puis on s'en va. Il n'y a aucune explication. Des fois, on prend quelqu'un, des fois, on ne prend pas. On ne sait pas si la personne est arrêtée, si elle est libérée le lendemain, ou elle n'est pas libérée. Et donc, on fait vivre en permanence c'est une vie de contraintes permanentes. Et puis, il y a les contraintes institutionnelles, il y a les contraintes physiques
C'est-à-dire que le paysan qui a son champ qui est en face de sa maison, mais qui doit faire tous les jours 30 km pour contourner le mur, et qui au bout d'un moment n'y va plus parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut passer un checkpoint, parce qu'on perd des heures, etc. Et c'est fait exprès. Alors, je raconte par exemple un cas à un checkpoint qui est absolument épouvantable, où c'était un article paru dans Haaretz d'un universitaire, je crois qu'il était australien, qui racontait qu'il a été voir des amis à Bethléem et il veut rentrer le lendemain matin pour revenir à Jérusalem. Bethléem, c'est à 10 km, 12 km. Et donc, il doit passer par le checkpoint. Et donc, il y a un gros checkpoint, il y a 4 passages. Il arrive, les gens attendent, aucun n'est ouvert. Puis, à un moment, il y en a un qui s'ouvre. Alors, tout le monde court à celui qui est ouvert. Ça dure 5 minutes, puis ça s'arrête. Et à nouveau, il y a un ouvert. Et puis, ensuite, il y a l'autre qui s'ouvre. Et on ne sait pas lequel va s'ouvrir. On ne comprend pas la cohérence. Il n'y en a pas. La seule cohérence et cette incohérence, c'est de rendre dingue. Et c'est une stratégie qui a été quand même travaillée, oui, elle réfléchie, a été travaillée. mûrie. Vous dites, c'est la stratégie, c'est imposer la frayeur, c'est-à-dire organiser l'insécurité générale et permanente au prix de l'absurde. L'absence de cohérence et l'instrumentalisation de la force. On ne sait pas quand on va se heurter à la force, quand on ne va pas, ça n'adviendra pas. On ne sait pas quand la force. Pourquoi les gens viennent chez vous? Alors, par exemple, ils peuvent venir chez vous pour entraîner des soldats. Donc c'est juste un entraînement. Mais vous ne le savez pas, parce que vous êtes palestinien, vous habitez avec vos gosses, votre femme et vos gosses, et ils arrivent, ils investissent la maison. C'est juste un entraînement. Alors, ce qui vous décide à écrire ce livre, vous l'expliquez dans la préface, c'est l'adoption à l'été 2018, en juillet 2018, d'une loi qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. En quoi cette loi est un basculement d'Israël et installe Israël comme un intellectuel américain le qualifiait de retour au tribalisme, comme un État ethniciste et raciste? Jusqu'ici, il n'y avait pas de définition de l'État en Israël. L'État, les 2 seules définitions qui existaient, elles étaient dans ce qu'on appelle les lois fondamentales. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais il y a ce qu'on appelle des lois fondamentales. Il y en avait 5 au départ, il y en a, je crois, 12 actuellement. Et donc, elles ont valeur constitutionnelle. Dans ces lois, il était dit qu'Israël est un État juif et démocratique. Alors, on ne définissait pas en quoi il était juif, mais il était démocratique. Pour dire les choses simplement, un homme, une voix. Bon. Cette loi vient mettre fin à l'égalité entre les citoyens. Elle le dit, non seulement la loi le dit, mais Netanyahou et ses ministres n'ont cessé de le répéter. L'État n'est pas l'État de tous ses citoyens, il est l'État des citoyens juifs. Car alors c'est défini par le fait que seuls eux ont le droit à l'autodétermination. Donc qui n'est pas juif ne l'a pas. Mais ça se manifeste dans de multiples façons. Alors, par exemple, il devait y avoir dans la loi un alinéa qui disait qu'une communauté a le droit de refuser quelqu'un de s'installer dans sa communauté. Ça veut dire que un quartier juif, un village juif a le droit de refuser qu'un arabe vienne habiter chez eux. C'est ça que ça signifie. À la dernière seconde, ça a sauté, vraiment le jour du vote. Ça a sauté parce que la Cour suprême a fait savoir que ce n'était pas possible et qu'ils avaient déjà fixé des normes là-dessus et qu'il ne fallait pas revenir et que ça ferait... Donc, ils l'ont retiré. Mais dans la réalité, c'est ça qui se passe. Et cette loi vient légitimer ça. Alors, Gideon Levy, qui est un journaliste... Elle installe la discrimination entre les Arabes israéliens. Entre quiconque n'est pas juif, ça veut dire à 99% des Arabes, ou 95% des Arabes, et les Juifs. Les Juifs ont des droits que les autres n'ont pas. Et on est citoyens les uns et les autres. C'est comme si en France, on disait les Français de souche ont des droits que quiconque est d'origine, est-ce que je sais, étrangère, ou n'est pas chrétien, ou n'importe quoi, n'aurait pas. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que c'est une loi qui a des conséquences pratiques, si je puis dire, ou si on est dans un affichage rhétorique? Je dirais les deux. Beaucoup de ce que dit la loi existait déjà dans des décrets d'application, dans des normes. Par exemple, les mairies qui refusaient qu'un arabe s'installe dans leur bourgade, c'est extraordinairement fréquent. Mais ça n'était pas une loi. C'est très important, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on jette les oripeaux. On n'a plus besoin de cacher ce qu'on fait.
Aujourd'hui, on assume le caractère ethnique de l'État et donc la politique ethniciste qui va avec. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte dont on sait que désormais, on peut, dans cette voie, avancer et accumuler. Et c'est d'ailleurs, la loi est faite précisément dans cet objectif-là. C'est d'ouvrir une voie. De la même manière que le passé est relu, en particulier sur l'expulsion des Palestiniens. Oui, alors il y a une loi, par exemple... Qui était une sorte de choses tues, cachées, etc. Voilà. Ce qui s'était passé en 47, 45, 47, 48. 48, avant, oui, surtout. 48 surtout. Voilà. Et qui aujourd'hui est totalement assumé et revendiqué pour... C'est intéressant parce que mon précédent ouvrage, il y a 15 ans, Ouais. portait sur le déni. Sur comment on cache ça, comment on le nie, comment on prétend que ce n'est pas vrai. Ben Gurion, après 1948, a eu cette phrase qui est restée célèbre, « Nous n'avons jamais expulsé un seul arabe, ils sont partis volontairement. » Bon. Alors en vérité, la plupart des juifs israéliens savaient bien que peut-être que ce n'était pas aussi rose que ça, qu'il y a eu ici ou là des bavures, mais dans l'ensemble, la position était que, oui, nous étions le bon camp. Et nous avons, dans des guerres, on casse des œufs, mais enfin, rien de dramatique n'a eu lieu, et nous étions le bon camp. Bon. Aujourd'hui, je raconte l'histoire d'un film, je raconte une anecdote, où dans un film, ce sont des étudiants en architecture qui vont dans un quartier de Jaffa, ils sont là, ils se baladent, etc., et celui qui leur sert de guide leur dit « Bon, là, habitaient des juifs marocains, et d'origine essentiellement marocaine, et un peu d'autres, et on a voulu faire un grand quartier commercial, on les a foutus dehors, et on les a mis ailleurs dans la ville. Et à ce moment-là, le professeur qui accompagne les étudiants dit « Oui, mais vous oubliez de dire... Ça s'est passé dans les années 60, 70. Vous oubliez de dire que 20 ans avant, on a viré les Palestiniens. » C'est un grand quartier palestinien, oui. Alors le type dit « Bah oui, sûrement, mais enfin bon, pourquoi voulez-vous que je parle de ça ?» Alors le type dit « Parce que c'est un fait historique. » Et le type répond en anglais « Fuck history ». J'emmerde l'histoire. Et il dit « Le plus fort a gagné, c'était nous les plus forts, et c'était tant mieux. » Et surtout, c'est ça qu'on entend en Israël aujourd'hui. On ne nie pas. Des générations d'Israéliens ont été éduqués dans l'idée nous étions le bon camp. On n'a rien fait de mal en 1948-49. Aujourd'hui, on dit la grande faute de Ben Gurion a été de ne pas tous les expulser. Pourquoi il en a gardé ? Il ne fallait pas les garder. Il fallait virer tout le monde. Et d'ailleurs, le jour où on pourra le faire, il ne faudra pas se priver, parce que la seule option, c'est de vivre dans l'entre-soi, entre nous, sans Arabes. Vous rappelez que finalement, la droite extrême, ou l'extrême droite, le Likoud et ses nombreuses dérives, et qu'incarne le personnage Netanyahou, est finalement au pouvoir, à gouverner Israël 39 années 43. De ces 43 dernières années. 39 ans sur 43. Ça veut dire que ça a remodelé la vision qu'a la société israélienne d'elle-même, ça a remodelé toutes ses relations, justement, je vais vous donner sur les un questions exemple. De la paix. Lorsque, en 1967, Israël s'empare de Jérusalem, le général qui est le grand rabbin de l'armée israélienne, qui est un mystique, demande immédiatement que l'on détruise l'esplanade des mosquées et donc la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Moshe Dayan, qui à l'époque est ministre de la Défense, dit non mais, il a cette phrase extraordinaire, il dit mais qui a besoin d'un Vatican juif ? Parce qu'évidemment, le rabbin dit on va élever le troisième temple, on va reconstruire le temple. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? Et l'immense majorité de la population israélienne juive considère que le type est complètement dingo. On ne va pas se coltiner en plus un conflit religieux. Il y a déjà un conflit national, ça va comme ça. Aujourd'hui, les gens qui prônent la reconstruction du temple, de manière déclarée et parfois de manière sous-jacente, ils ont des ministres. Ils participent au gouvernement. Ils participent au gouvernement. Ils ont des ministres. Ils avaient un vice-président de la Knesset. Ce sont des gens honorables et honorés. C'est ça le parcours d'Israël. Alors ça, c'est l'état des lieux. En quoi c'est une menace pour les Juifs israéliens et pour les Juifs de la diaspora ? Parce que je pense que cette évolution du sionisme et de l'État d'Israël entraîne les Juifs, y compris les Juifs de la diaspora, vers une calamité. Il n'y a qu'à voir qui sont les gens qui soutiennent Israël politiquement.
qui sont les gens qui admirent aujourd'hui Israël. Ce sont Trump, c'est le Premier ministre hongrois Orban, c'est Modi, le président indien, c'est Bolsonaro, le brésilien, c'est-à-dire, et il y en a d'autres, hein, c'est Salvini, ils ont tous été visiter Israël, tous sans exception. Le chef d'état-major de l'armée birmane est venu en Israël. Évidemment, le premier jour, on l'a pris à Yad Vashem, qui est le musée de l'Holocauste. Il a acheté des armes, et une semaine après, il était condamné à l'ONU pour crime contre l'humanité. L'avantage d'Israël, c'est qu'Israël commerce sans poser de questions. Et donc, ce lien avec ces gouvernements, dont certains, comme Orban par exemple, ont manifesté des formes d'antisémitisme non négligeables. La grande campagne, contre Soros oui. En Hongrie, par exemple, où le parti d'Orban était partie prenante. Et donc, ça entraîne les Juifs israéliens et ceux qui les supportent. Parce que qu'est-ce qui fait le ciment de cette alliance entre Orban, Bolsonaro, Trump, etc. C'est essentiellement la question du rapport à l'islam. Évidemment, ça ne se résume pas uniquement à ça, mais vraiment, le moteur de cette affaire, c'est l'hostilité à l'islam, à l'immigration, etc. Oui, mais c'est aussi une pratique du pouvoir. C'est aussi un régime illibéral. C'est aussi un régime voire illibéral. Autoritaire. Voilà. Et c'est une pratique du pouvoir. Ça entraîne les Juifs à faire alliance avec des gens qui sont accessoirement ou clairement antisémites. Alors c'est le cas également aux États-Unis quand vous racontez les relations avec des milieux, les suprémacistes blancs américains, ou tout l'entourage de Netanyahou, les grands groupes évangéliques. Absolument. Tout l'entourage de Netanyahou est extraordinairement lié à toute la mouvance évangéliste et surtout aussi à la mouvance suprémaciste blanc. Une journaliste de Jerusalem Post est en même temps journaliste au Breitbart, si vous voulez. Breitbart News, qui est le média de Steve Bannon. Le média de Steve Bannon, et qui est le principal vecteur de la pensée identitaire. De l'extrême droite, identitaire et suprémaciste américaine. Et donc, Israël entraîne sa population dans cette mouvance-là, et aussi ceux qui la soutiennent. Parce qu'Israël exige des Juifs du monde entier de soutenir sa politique. Malheureusement, en France, ce que fait le CRIF répond exactement à l'attente israélienne, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Alors voilà, vous faites un long passage du livre est consacré justement à l'évolution du judaïsme américain. Et vous racontez comment de plus en plus d'organisations juives américaines décrochent d'Israël, comment il y a un débat intellectuel extraordinairement riche, pas polémique. Il y a forcément des polémiques, mais c'est aussi un débat très argumenté, installé, basé sur des recherches importantes. Et il y a ce que vous appelez une sorte de renouveau du judaïsme diasporique, avec de grands intellectuels juifs américains qui disent « Non, mais Israël, on ne peut plus ». Et donc, on va expliquez-nous cette évolution et quels ont été les moments de rupture, puis les quelques figures qui ont porté ce débat. Un des moments de rupture, c'est l'homme que je cite en exergue de mon livre, qui s'appelait Tony Judd, qui était un grand intellectuel d'origine britannique, mais qui était devenu un intellectuel américain. Je dirais que alors, Tony Judd, pardon, je cite juste l'exergue que vous citez. Donc, c'est un article de 2003. Oui, il y a presque 20 ans, oui. Et il dit, voilà ce qu'écrit Tony Judd, il écrit « Non, la déprimante vérité est qu'Israël aujourd'hui est devenu mauvais pour les Juifs. La déprimante vérité n'est pas que le comportement présent d'Israël est mauvais pour les États-Unis, bien que cela soit le cas, pas même qu'il soit mauvais pour Israël lui-même, comme beaucoup d'Israéliens le reconnaissent implicitement, c'est qu'Israël est aujourd'hui devenu mauvais pour les Juifs. » Absolument. Cette alliance entre Israël et tous ces régimes identitaires, comme on dit, illibéraux, etc., et la politique que ça représente. L'alliance avec Trump a joué un rôle très important. Si vous voulez, ce mouvement a commencé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Mais il s'est vraiment incroyablement renforcé avec l'arrivée de Trump. La raison est simple, c'est que les Juifs américains sont démocrates à peu près 75%, voilà. Et donc, ils ont une forme de répulsion. Ce qu'on dit, c'est que les deux communautés qui détestent le plus Trump, ce sont les Noirs et les Juifs. Bon. Et donc, cette répulsion
Il y a une forme... il y a une personne que j'ai interviewée pour ce livre, qui s'appelle Henry Zsigman, m'a dit, il faut que vous compreniez, de voir Netanyahou à côté de Trump, les gens, ça les dégoûte. Alors ça, c'est un phénomène important. Oui, mais ce n'est pas seulement le désaccord avec Trump. Non, non, je dis, vous m'avez posé la question sur comment ça a surgi. C'est un mouvement qui est monté lentement. Je vais vous donner un exemple. Et qui a explosé avec Trump. Mais par exemple, moi, à un moment, j'étais aux États-Unis correspondant du Monde, et à un moment, j'avais un problème de genou, je vais faire de la kiné. Mon kiné, c'est un jeune juif de 35 ans de Brooklyn, on se met à parler, etc. Bon, il me raconte qu'il a fait un voyage en Israël, il a été à Hébron, parce qu'il a une belle sœur qui est là-bas, et il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas pour moi, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me disait, je vais vous dire, moi j'en ai marre qu'on me demande, à chaque fois que je dis que je suis juif, on me demande qu'est-ce que je pense d'Israël. Je vais vous dire, je pense rien. On ne me demande pas ce que je pense de la Norvège ou de l'Uruguay. J'en pense rien. Pourquoi il faudrait que je pense? Parce que je suis juif, je dois penser quelque chose? Non. Alors, il y a ce phénomène-là. Il y a des gens qui disent, j'en ai marre, moi, d'Israël. Je ne veux pas qu'on me... Alors, ça dit quelque chose. Parce que ça veut dire qu'Israël, ce n'est pas très ragoûtant. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui, eux, vont plus loin et font une analyse, et j'en cite beaucoup dans ce livre, et des gens qui disent, ça va mal finir pour nous. Ça va mal finir pour les Israéliens, bien évidemment, mais ça va mal finir pour nous. Il ne faut pas s'engager dans cette voie-là. Vous, en particulier, vous rappelez l'appel signé par 14 organisations juives américaines, par exemple, sionistes, contre une partie contre cette loi de l'été de 2018. Mais il y a plus que ça. Si vous voulez, il y a eu 120... Il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a plus de départements d'études juives qu'il n'y en a dans l'État d'Israël. Des départements universitaires. Et aux États-Unis... 6,5 millions de juifs. Voilà, le même nombre qu'en Israël. Aux États-Unis, voilà, donc pareil. c'est la même population. C'est la même population. Mais il y a beaucoup plus de départements universitaires. Il y a eu 120 universitaires juifs, mais top niveau, que des professeurs, etc. Ils ont signé une proclamation commune. Et ils ont dit, voilà, certains d'entre nous sommes favorables à BDS. Ouais. BDS, c'est le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, c'est-à-dire à boycotter Israël parce que c'est un État d'apartheid. D'autres ne sont favorables qu'au boycott des territoires occupés. Et une troisième partie sont totalement hostiles au boycott. Mais nous sommes d'accord sur un point. On ne peut pas pénaliser une opinion. Et il faut défendre le droit au boycott. On ne peut pas interdire le droit au boycott. C'était la réponse à la campagne incessante menée par Israël pour pénaliser BDS. Voilà. Et donc, ça, c'est une différence fondamentale, par exemple, avec les Juifs français. Le CRIF mène une bataille constante contre BDS, et il n'y a rien pour défendre BDS, pas même son droit à exister, puisque il faut rappeler quand même que dans la loi française, a été adoptée une loi qui pénalise le soutien à BDS. Donc, il y a là quelque chose qui dit nos libertés démocratiques sont en danger. Soutenir Israël et sa politique, c'est mettre en danger nos propres droits démocratiques. Alors, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est justement la différence entre la richesse du débat intellectuel américain et son absence en France, où c'est un débat interdit, où l'accusation d'antisémitisme vient immédiatement sur la table. Alors ça vient aussi aux États-Unis, mais ça ne marche plus. Voilà. Ça continue aux États-Unis, l'accusation d'antisémitisme, dès qu'on dit un mot dans certains cercles. Mais en réalité, l'impact est fini, ça ne marche plus. On a le droit de parler d'Israël, comme on veut parler d'Israël. Et... Comme dit une dirigeante de If Not Now, qui est un groupe juif très hostile à la politique israélienne, elle dit « Moi, j'exige Israël les mêmes normes que j'exige de l'État américain. Pourquoi? Ce serait interdit ?» Voilà. Et c'est ça l'attitude maintenant générale des Juifs américains. Il y a de nouvelles élections législatives lundi 2 mars en Israël. Lundi 2 mars. Est-ce que finalement, supposons que Netanyahou soit battu à nouveau, c'est-à-dire ne puisse pas constituer de coalition gouvernementale, comme c'est le cas depuis plusieurs mois,
En fait, il n'y a pas vraiment d'alternative. Parce que Benny Gantz n'est guère différent dans ses positions. Non, il a les mêmes positions sur le fond. Les mêmes positions. Il essaiera de se rabibocher avec le Parti démocrate. Alors ça dépendra de ce qu'il va lui dire, mais il essaiera de se rabibocher. Alors que Netanyahou s'en fiche complètement. Non, c'est-à-dire, est-ce que cette longue dérive, sur un temps long, 40 ans, est-ce que c'est aussi un élément conjoncturel, c'est-à-dire le poids dans la vie politique israélienne de Netanyahou? Ah non, c'est pas du tout. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus... C'est simple. Gantz, aujourd'hui, il a les positions du Likoud il y a 20 ans, si vous voulez. C'est-à-dire que toute la scène politique israélienne a basculé à droite, alors je dirais à 80% ou à 85%, et vous avez une minorité qui n'est pas restée statique non plus, qui a été beaucoup plus dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des ONG israéliennes assez puissantes. Alors, elles sont terriblement isolées, terriblement attaquées. Il y a des lois qui sont faites contre ces ONG. Il n'empêche, elles ont des militants beaucoup plus grand nombre qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, le groupe de soldats Breaking the Silence, c'est-à-dire briser le silence, qui raconte qu'est-ce qui se passe quand on est soldat dans l'armée israélienne, et ce qu'on fait aux Palestiniens, est un groupe qui regroupe des centaines de membres, alors qu'il y a 30 ans, c'était même pas des dizaines, si vous voulez. Pour terminer, il va falloir qu'on termine. Ce que vous évoquez à la fin du livre, c'est justement que cette dérive de l'État israélien, en État ethniciste, raciste, dans un régime d'apartheid qui ne dit pas son nom, c'est à terme un danger terrible pour l'avenir de l'État d'Israël. Oui, bien sûr. Et il y a plusieurs intellectuels américains qui développent des scénarios de Israël n'est pas éternel. Oui, il y a beaucoup. Bon, là, vous montrez. Ce serait très long, j'avoue, à développer, mais il y a la question de quel est l'avenir de l'État d'Israël. Parce que, effectivement, l'avenir de l'État d'Israël, si vous faites un sondage aujourd'hui parmi les Israéliens, ils vont vous répondre que l'idéal, c'est de vivre sans Arabes et d'en voir le moins possible. Donc, si on peut tous les virer, tant mieux. Sinon, on les met dans des bantoustans, etc. Mais ce qui compte, voilà. Et puis, beaucoup vont vous dire, ah là là, si un jour il y a une occasion, il ne faudra pas la rater. L'occasion, ce serait de virer tout le monde. Voilà. Si Israël fait ça, à mon avis, l'état du peuple palestinien, qui aujourd'hui n'est pas bon, ils sont dans une mauvaise, en tout cas politiquement très mauvais, il n'empêche, je pense que la société palestinienne n'est pas du tout dans l'état où elle était en 1948. Et je pense que ce ne sera pas chose facile que d'expulser les Palestiniens pour les Israéliens. Et donc la question va revenir. Je ne vois pas comment les Israéliens tout seuls, parce qu'il y a le problème de fond qui est dramatique, c'est que les Israéliens ont trop de puissance par rapport aux Palestiniens pour pouvoir perdre, mais que les Palestiniens, leur seule force, c'est leur faiblesse. C'est-à-dire qu'il leur suffit de rester là et le problème n'est pas résolu. Et donc, dans ce rapport-là, je ne vois pas comment ni les uns ni les autres, d'ailleurs, n'arriveront à sortir seuls de cette affaire. Une solution ne pourra s'imposer que par l'extérieur, par les grandes puissances, c'est ce que je pense. Mais sinon, les deux populations vivent de plus en plus entrelacées, de plus en plus entremêlées, et l'apartheid ne sera pas plus éternel en Israël qu'il ne l'a été en Afrique du Sud. Très bien, merci Sylvain Sipel. Le titre de votre livre, L'État d'Israël contre les Juifs, c'est aux éditions La Découverte, collection Les Cahiers Libres. Voilà, ça vient de paraître. À bientôt, merci pour une nouvelle édition de Un Monde à Vif.